bourgeois ne sont que des bandits. Ils volent et tuent les travailleurs pour avoir des profits. Mais unis comme dans une grande armée, nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Nous écrasons la bourgeoisie, rien ne peut nous arrêter. Jeudi, le 4 juillet, avait lieu le vote des élections générales au Royaume-Uni. Après 14 ans d'attaques des conservateurs et d'austérité brutale, le Parti conservateur de Rishi Sunak et sa bande de criminels ont subi une écrasante défaite, ce dont on peut tous se réjouir. En fait, l'ampleur de cette raclée est vraiment, vraiment historique. Ils ont perdu 251 sièges et donc le Parti conservateur a été réduit à un état d'impuissance. C'est la plus grande et la plus humiliante défaite subie par le parti en près de 200 ans d'existence. Et le déclin brutal et effroyable du parti traditionnel du capitalisme britannique, qui était autrefois envié par les classes dirigeantes du monde entier, ça reflète vraiment l'ampleur du tremblement de terre politique qui secoue la Grande-Bretagne. Maintenant, qui a bénéficié de la chute des conservateurs? Sans surprise, ça a été le parti travailliste, le Labour Party de Keir Starmer. Mais bien que les travaillistes disposent désormais d'une majorité écrasante de 170 sièges, le nombre de personnes qui ont voté travailliste a chuté de plus d'un demi-million depuis les élections générales de 2019. Donc en réalité, comme les sondages l'ont montré, le vote pour le Labour, ça a été pour l'immense majorité des gens un vote pour chasser les conservateurs et pas du tout un vote enthousiaste pour le Labour. On peut même dire qu'on a un nouveau gouvernement massivement détesté dès le départ. Donc, la véritable raison de l'écrasante victoire travailliste, c'est l'effondrement du vote conservateur. Mais encore là, ce qui est intéressant de voir, c'est que les conservateurs ont obtenu 6,8 millions de voix, tandis que le Reform UK, qui est le parti du populiste de droite Nigel Farage, a obtenu 4 millions de voix. Donc, au total, ces deux partis de droite totalisent 10,8 millions de voix, ce qui est plus, en fait, que les 9,8 millions qu'ont obtenu les travaillistes. Et si on regarde l'ensemble de l'électorat, le vote pour le Labour s'élève à peine plus de 20 %. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a seulement un électeur sur 5 qui a soutenu le Parti travailliste. Et en même temps, on a l'abstention des gens qui sont allés voter, qui représente 40 %, ce qui est une énorme augmentation par rapport aux élections précédentes. Et tout ça, ça souligne le fait qu'il y a une très grande partie de la population qui ne voit pas de différence fondamentale entre les principaux partis en liste. Et comme on le voit, en fait, ailleurs dans le monde, il y a une énorme méfiance et un énorme scepticisme envers les partis politiques traditionnels puis les politiciens en général. Puis une indication de ça, en fait, c'est la diminution de la part des votes qui est allée au Parti conservateur et au Parti travailliste combinés. Donc, c'est la plus faible diminution, le plus faible taux depuis 1918. Et à cela, on doit aussi ajouter que le taux de participation qui est tombé à son plus bas niveau depuis 1945. Donc, ça révèle vraiment un profond rejet de la politique traditionnelle. La question qu'on doit se poser, ou les questions qu'on doit se poser maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est arrivé là? Et qu'est-ce qui attend les travailleurs britanniques avec un gouvernement travailliste? Et aussi, quelles sont les perspectives pour la lutte des classes au Royaume-Uni? Pour comprendre ça, je pense qu'il faut regarder un peu le contexte politique. Donc, pendant une longue période, la Grande-Bretagne, c'était le pays le plus stable d'Europe. C'était un succès, un modèle de succès pour la bourgeoisie. Mais après le début des années 2000, après aussi la grande crise économique de 2008, les choses ont vraiment commencé à changer. En 2014, on a eu un référendum, le référendum sur l'indépendance de l'Écosse, où le camp du oui a obtenu 45 % des voix. Quelques mois plus tard, le Labour Party va être complètement défait en Écosse. Et ça va être une onde de choc et en même temps, à ce moment-là, on va voir la montée du parti nationaliste SNP en Écosse. Une autre onde de choc va survenir pas très longtemps après, alors que Jeremy Corbyn, le candidat de gauche qui flirte avec l'étiquette socialiste, va être élu comme nouveau chef du Labour Party, ce qui va complètement horrifier l'establishment politique. Et pendant ce temps-là,
À peu près au même moment, on a David Cameron, le premier ministre conservateur, qui décide de gambler, de jouer politiquement pour essayer de gagner en popularité en proposant un référendum sur le Brexit en 2016, sur la sortie de l'Union européenne, en pensant qu'il aurait un vote massif pour rester dans l'Union européenne. Et ce pari-là, ce pari politique de David Cameron, ça va finir par se retourner contre lui. Donc, le camp du Leave, le camp qui voulait quitter l'Union européenne, a fini par gagner, ce qui a porté vraiment un coup dévastateur au capitalisme britannique. Et là, depuis ce temps-là, ça a apporté mot de tête par-dessus mot de tête à la bourgeoisie puis au Parti conservateur. Le résultat du référendum sur le Brexit, ça a été un vote de défiance écrasant envers l'establishment. On a vu la montée du populisme conservateur avec des gens comme Boris Johnson, Jacob Rees-Mogg ou Nigel Farage. En fait, on peut dire que c'était un peu le début de la trumpisation du Parti conservateur où les fous en viennent à diriger l'asile. En fait, en 2009, parlant de fou, le bouffon Boris Johnson devient leader des conservateurs, puis éventuellement va devenir premier ministre. Et ça l'a vraiment montré à la classe dirigeante qu'elle avait perdu le contrôle du Parti conservateur, qui était son principal représentant politique. Et après ça, on a eu la pandémie qui est arrivée et ça a plongé le pays dans la pire récession depuis 300 ans. Donc, dans ce contexte-là, Boris Johnson va perdre la face, va être rapidement remplacé par Liz Truss, qui était une autre carriériste insouciante, qui va seulement rester au pouvoir pendant 49 jours comme première ministre. À l'époque, la blague, c'était qu'elle avait duré moins longtemps que la durée de vie d'une botte de salade. La classe dirigeante a ensuite réussi à faire entrer comme premier ministre au 10 Downing Street Rishi Sunak, qui était le candidat de l'establishment, un banquier, pour reprendre le volant du parti. Mais tout ça, ça s'est avéré trop peu, trop tard, parce qu'après des années de crise, de décadence puis de scandale, tout ça, en fait, sous fond de crise économique profonde, où le filet social est sérieusement en banqueroute, le navire conservateur a tout simplement coulé. Et avec le résultat des élections, ce qu'on risque de voir, en fait, c'est une polarisation encore plus grande vers la droite. On peut mentionner ici les résultats de Nigel Farage, dont le parti Reform UK a remporté 4 nouveaux sièges et 14,3% des voix, ce qui en fait le 3e parti du pays. Tout ça, c'est un avertissement de mauvais augure, en fait, parce qu'on va voir de plus en plus des populistes comme Farage profiter de l'effondrement de l'establishment conservateur pour attirer les forces de réaction. Donc, ce que la crise au Parti conservateur, ultimement, ce que ça reflète, c'est la profonde crise du régime. Aujourd'hui, le Royaume-Uni est entré dans une nouvelle ère d'instabilité qui reflète la complète impasse et l'effondrement du capitalisme britannique. On peut dire que ça, c'est vraiment le point culminant du déclin à long terme du capitalisme britannique qu'on voit se développer depuis plus d'1 siècle. Maintenant, si on revient un peu avant pour parler de ce qui se passe au Parti travailliste, en 2017, Corbyn a failli remporter les élections générales anticipées, ce qui a vraiment semé la panique au sein de la classe dirigeante. Le Labour était à l'époque devenu le plus gros parti d'Europe, avec l'entrée massive des jeunes et des travailleurs pour soutenir Corbyn. Donc, ce qu'on va voir à ce moment-là, c'est que l'establishment capitaliste, de concert avec l'aile droite du Parti travailliste, vont lancer une campagne féroce, une chasse aux sorcières, une campagne pour destituer Corbyn. Ils vont utiliser les pires calomnies comme arme pour faire ça. Ils vont orchestrer de A à Z une campagne d'attaque pour accuser Corbyn d'antisémitisme. Et comme des documents vont le montrer très clairement par la suite, tout ça, c'était complètement faux. Ça a été inventé de toutes pièces pour s'attaquer à Corbyn et le mouvement de gauche qui grandissait derrière lui, le mouvement des travailleurs et de la jeunesse. Et qu'est-ce que Corbyn aurait dû faire à ce moment-là? C'est contre-attaquer. Contre-attaquer contre ces mensonges-là, contre-attaquer contre les gens qui l'attaquent dans son propre parti.
Malheureusement, ce qu'on a vu, c'est que Corbyn et la gauche qui entoure Corbyn ont capitulé en s'excusant pour un antisémitisme complètement inexistant parce qu'ils cherchaient désespérément à maintenir l'unité du parti, c'est-à-dire l'unité avec les saboteurs du parti. Mais cette approche-là, en fait, le fait de ne pas avoir riposté, ça a vraiment sonné le glas. Ça a été la fin du corbynisme, si on veut dire. Parce que ce qu'on voit depuis ce temps-là, c'est que les blairistes, ce qu'on peut dire l'aile droite du parti, qui est essentiellement composé de quoi? C'est des libéraux, c'est des conservateurs. Ils ont orchestré un coup contre Corbyn et qu'ils ont réussi à faire. En fait, ils ont sorti Jeremy Corbyn du parti. Il a été expulsé, comme beaucoup d'autres militants de gauche ont été expulsés du parti. Puis maintenant, ce qu'on voit, c'est que les blairistes, l'aile droite, ils ont repris pleinement contrôle du parti avec Sir Keir Starmer à leur tête, qui est une sorte de Tony Blair 2.0, c'est-à-dire un agent de la classe dirigeante dans le Parti travailliste. Donc, ce qu'on voit, c'est que maintenant, dans le contexte d'effondrement du Parti conservateur, le Labour a remporté une écrasante majorité aux élections. Et ça prête, en fait, maintenant à faire la job sale que la classe dirigeante a besoin, soit d'imposer l'austérité puis des contre-réformes. Et ça, c'est assez clair, en fait, que c'est ça qui s'en vient. Pourquoi? Parce que la direction du Labour n'arrête pas de parler de ramener la croissance économique, d'aider les entreprises. En fait, Starmer proposait aucune réforme dans son manifeste. On peut dire qu'il avait déjà trahi avant même d'avoir été élu. Fondamentalement, il n'y a rien qui distingue le Labour de Keir Starmer des conservateurs. Pour illustrer ça, on peut même mentionner qu'il y a le syndicat Unite, qui est un des plus gros syndicats en Grande-Bretagne, qui a refusé d'endosser le manifeste électoral de Starmer. C'est assez indicatif de la situation. Dans les dernières semaines, pour couronner le tout, on a vu les médias bourgeois qui ont décidé de vraiment tous s'enligner pour soutenir la candidature de Starmer et nous expliquer comment c'est un bon candidat pour sauver le capitalisme britannique. Donc, ce qu'on voit maintenant, c'est que Starmer a gagné. C'est malgré lui parce que fondamentalement, il n'y avait pas d'autre choix pour s'opposer aux conservateurs, mais il n'y a aucun enthousiasme pour Starmer chez les travailleurs. Et tout ça, c'est important de voir que ça s'inscrit dans un contexte où on assiste à un réveil de la classe ouvrière britannique. On a vu des gros mouvements de grève dans les derniers mois. L'an dernier, en fait, on a vu la plus grande vague de grève au pays depuis 30 ans. Et maintenant, on ajoute à ça la guerre sur Gaza, qui participe beaucoup au dédain des gens envers le Labour Party, parce que le Labour essentiellement défend la même position que les conservateurs, défend l'impérialisme israélien. Certains ont même rebaptisé le chef du Labour Kid Starver. Donc, ce dédain-là s'est reflété dans le grand nombre de votes de protestation enregistrés pour une série de candidats indépendants pro-palestiniens. On a notamment Corbyn lui-même, en fait, qui, après avoir été expulsé du Labour, se représente comme candidat indépendant. Il a remporté son siège dans sa circonscription avec une énorme majorité. Mais on a aussi d'autres candidats, des candidats indépendants pro-palestiniens qui ont réussi à arracher des victoires des mains des travaillistes. Il y en a d'autres qui n'ont pas gagné, mais qui ont obtenu beaucoup de voix. Dans sa propre circonscription, Starmer lui-même, qui faisait face à un candidat indépendant pro-palestinien, a vu ses voix réduites de moitié. Maintenant, quelle va être la suite des choses pour le nouveau gouvernement de Starmer? En fait, la situation de crise du capitalisme britannique est vraiment critique. Un rapport important qui est sorti récemment souligne que la Grande-Bretagne deviendra de plus en plus injuste et inégalitaire au cours des 5 prochaines années, avec des inégalités croissantes dans les domaines de la santé, du logement et de la pauvreté. On a Starmer qui se dit pro-business, puis depuis le début de la campagne, le Labour n'arrête pas de marteler qu'ils veulent ramener la croissance économique au pays. On a la nouvelle chancelière britannique, Rachel Reeves, qui vient du milieu banquier d'ailleurs, qui a déclaré qu'elle espérait que les investisseurs considéreraient désormais le Royaume-Uni comme un refuge sûr.
Mais l'affaire, c'est que dans ce contexte de crise, comment est-ce que le Labour va réussir à servir les intérêts des patrons? Bien, c'est très clair ce qui s'en vient. C'est très clair ce qui attend les gens ordinaires, les travailleurs, les jeunes. Ça va être des attaques. Ça va être de l'austérité. Ça va être une réduction du niveau de vie. Ça va être la continuation de ce que les conservateurs ont fait depuis 14 ans. Ça va placer le gouvernement dans une situation de collision avec la classe ouvrière qui va s'opposer à la poursuite de l'austérité puis à la réduction du niveau de vie. On peut donc être assez certain, en fait, que la majorité massive de Starmer au Parlement, tout comme celle qui avait été remportée par Boris Johnson en 2019, bien, ça va contenir de la dynamite dans ses fondations. Ce nouveau gouvernement va être criblé de crise dès le premier jour. Ce faisant, ben, on va voir les travaillistes de Starmer devenir encore plus détestés que les conservateurs. Bref, il y a des luttes importantes du mouvement ouvrier qui sont à l'ordre du jour. Et évidemment, la classe ouvrière doit se préparer, les syndicats doivent se préparer. Dans ce contexte, nos camarades de l'Internationale communiste révolutionnaire, qui ont, comme nous ici au Québec et au Canada, fondé au mois de mai le Parti communiste révolutionnaire, bien, ils ont décidé de présenter pour les élections la candidature de notre camarade Fiona Lally dans la circonscription de Stratford and Bow, à Londres, et qui a fait une campagne ouvertement communiste, une campagne avec un programme communiste révolutionnaire. En fait, il y a 1800 personnes qui ont voté pour Fiona dans la circonscription. Et le plus important, c'est qu'il y a des centaines de personnes qui se sont portées volontaires pour aider la campagne. Et beaucoup de ces gens-là ont déjà rejoint le Parti communiste révolutionnaire. Et au final, cette campagne, ça a été un succès pour nos camarades qui ont trouvé un écho auprès de larges couches de la population. Donc, le PCA britannique va s'appuyer sur son succès à Stratford and Bow pour construire les forces révolutionnaires puis ainsi aider à forger un mouvement capable de résister aux attaques d'un gouvernement de Starmer. Pour conclure, ce qui se passe au Royaume-Uni, c'est un aperçu des turbulences qui nous attendent ici aussi. On est confronté à des temps révolutionnaires partout dans le monde. Du Royaume-Uni au Canada, de la France au Kenya, il est vital que nous construisons un parti révolutionnaire en prévision des grands événements qui s'en viennent. Chaque ville, dans toutes les industries, de Montréal à Toronto,